Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans l'émission Nabino Bomestana Kolanda Tango Kuki. Vous le savez très bien qu'en 2006, il y a eu deux tours pour l'élection présidentielle. Dans le premier tour, Tokenda, deuxième tour, Tozongi, de Joseph Kabila à battre Jean-Pierre Bemba et Mbala Moko a commis président. En 2011, Tokomi est commis à Tour Moko. Tomi Touni, pourquoi Tour Moko? Tokomi en 2019, discours à Liboso sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi à lobby. Et Singeli Tozon a deux tours les sous. Ah, calcul les années. On a sujet n'abissé le boss. Deuxième sujet, Ezali, on a A, B. B nango Ezali, élection à gouverneur. Le B, il a un suffrage universel direct, Mbalamoko. C'est-à-dire population, il y a province, appelé Mbalamoko gouverneur. Ok, très bien. Parce que gouverneur, on a la responsable devant l'Assemblée. Assemblée provinciale, vous avez la tinate. On a le sénateur aussi. Je représente la province Nabango sur le plan national. Je vais voter Bango dans suffrage universel direct. Et que vous tout ça, et ça m'a camoté le blanc émission nabiso. Affaire Beni. Bato bazali ka kufa tozoyi bateke tokusuka wapi na makambo yo. Toluka toyeba na émission nabiso. Vérité na makambo Beni. Tokolobela les susu likambo bandeko. Oyo etali salaire à bas député na bas sénateur. Parce que le président de la République a le bas qui est singeli batouana va changer ma condition de vie na bango pour basala musala malam. Tolokatoy ba makamwana. Dans cette émission, aujourd'hui j'ai l'honneur et le réel plaisir de recevoir pour vous, lui je l'appelle l'institution, Maître Jean-Claude Katende, le président de l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous sommes en direct avec lui. Maître Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ça fait longtemps là. Avec plaisir. Merci. Le prophète des malheurs ou le prophète des bonheurs? Le prophète de tout ce qu'on veut. Voilà, là où vont les choses. Il y aura confrontation, il se cache ici et Salim. En tout cas, ne prophétisez plus, Mamabé. Merci. Voilà. Il est là. Maître Rodrigue, il est aussi le porte-parole de l'envol, le parti cher à l'honorable Sessanga. Maître, bonsoir. Bonsoir Stéphane. C'est la première fois d'être dans cette émission. Eh bien, je suis très heureux de me retrouver ici. Je profite de l'occasion pour saluer les Congolais qui nous suivent, la population qui est scotchée devant le poste téléviseur, qui ont l'habitude de suivre votre émission. Merci beaucoup. Alors, avec eux, les autres, bien sûr, Bazan Anzela Bazoya, vous aurez encore affaire à Maître Bazin, vous allez quand même été dans l'émission Nabiso. Notre premier sujet présidentiel, coup sur le détour. Voilà, c'est le sujet du jour au Tozo Bananango. Maître, j'aimerais savoir, en 2006, on avait deux tours, en 2011, c'est un seul tour. Aujourd'hui, Félix propose qu'on revienne encore au détour. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Merci pour la question, Stéphane. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette émission et je pense que les sujets que vous avez choisis sont non seulement des sujets intéressants, mais des sujets qui rentrent dans les discours sur l'état de la nation prononcés par le président de la République il y a quelques jours. Je pense personnellement que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a raison de demander à ce que nous puissions retourner vers les deux tours de l'élection présidentielle. La première raison pour moi qui fonde mon soutien à cette proposition, c'est le fait que la Constitution de la République démocratique du Congo a été adoptée ou a été passée au référendum et le peuple congolais avait agréé les deux tours de l'élection présidentielle. Et ça, c'est très important, la volonté populaire. La deuxième raison, et là je suis encore d'accord avec le président de la République, c'est le fait que l'élection à deux tours permet à celui qui gagne l'élection présidentielle d'avoir une légitimité large. Vous allez vous rappeler qu'en 2011, le président Joseph Kabila était passé président de la République avec un taux de 40%.
Ça veut dire qu'une grande partie du peuple congolais ne lui avait pas fait confiance. Et ça, au niveau de la légitimité, ça pose quand même des problèmes. La troisième raison, c'est le fait que les raisons qui avaient été avancées par la majorité présidentielle à l'époque n'étaient pas des raisons objectives. D'abord, on a dit que l'élection à 2 tours demandait beaucoup d'argent et qu'il n'y avait pas d'argent. Mais nous savons tous que les raisons fondamentales qui avaient soutenu cette démarche de la majorité présidentielle, c'était tout simplement d'assurer la victoire du président Joseph Kabila à l'élection de 2011. Parce qu'il savait bien que s'il y avait 2 tours, Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, allait passer. Parce que beaucoup des partis politiques allaient lui apporter les soutiens. Je peux dire en conclusion que ce qui était arrivé à l'époque, c'était tout simplement une escroquerie politique. Et aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour donner au président de la République qui sera élu en 2023 et après 2023 une large légitimité populaire. Merci. Maître Rodrigue Ramazani, élection présidentielle à 2 tours. Il y a peu, l'envol avait lancé une opération pour qu'on révise un peu la Constitution à ce niveau-là. On peut dire aujourd'hui que le président de la République vient de rencontrer vos préoccupations. Ce qu'il faut dire, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, que les partis en vol, c'est depuis le mois de juillet, lors de notre bureau politique convoqué ici à Kinshasa, où on a reçu une affaire de 58 délégations venant de différentes coordinations du parti. On a réfléchi et il y a eu des résolutions. Et parmi les résolutions qu'il y a eu, il y avait la résolution sur la révision constitutionnelle, qui était d'ailleurs, on a entamé la procédure par les dépôts de la proposition de loi portant révision constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale. Le bureau est saisi régulièrement, nous avions déposé, et c'est dans ce même élan que l'envol est allé dans la province de la Tchopo pour lancer la collecte de signatures pour la révision constitutionnelle, chose qui est même faite aussi ici à Kinshasa par notre coordination provinciale de Kinshasa. C'était le 30 novembre dernier, et actuellement où je vous parle, les membres de nos différentes fédérations à Kinshasa sont déployés en train de collecter les signatures en vue de la révision constitutionnelle. Maintenant, il faut souligner que, tant que force politique de proposition et tant que machine politique des idées, parce que nous, au sein de l'envol, nous prenons d'abord les idées. Parmi les idées que nous avions proposées, c'est aussi le retour du 2e tour de l'élection présidentielle, aussi l'élection des sénateurs au suffrage universel direct. Et bien que le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, n'a pas eu le courage de parler clairement du problème sur l'élection municipale pour dire où était réellement le problème. L'envol a proposé aussi la décentralisation. Moi, pour revenir vite sur votre question, le président de la République s'est rallié à la position de l'envol. Et d'ailleurs, à travers votre chaîne, j'ai profité de cette occasion, lui demander de pouvoir venir aussi signer la pétition sur la révision, parce que nous sommes dans l'action. Nous sommes déjà dans l'action, l'envol a proposé, nous y sommes déjà, la procédure est là, nous avançons. Mais néanmoins, il faut reconnaître que le président de la République a rejoint notre position, ce qui nous conforte, et nous sommes tout à fait d'avis aussi dans ce sens-là, parce que les différents arguments poussés pour nous amener à l'élection à un seul tour, à ce jour, ne tiennent pas la route. Vous savez, le problème aujourd'hui de l'élection au Congo n'est pas l'opération des scrutins, encore moins le dépôt des candidatures, mais c'est la gouvernance de la CENI qui pose problème. La CENI est mal gouvernée. Jusqu'à ce jour, vous pouvez bien le constater, que la CENI n'a jamais été auditée. Au-delà de tout ce que l'on a vu, le passation de marchés publics de gré à gré surfacturé, c'est ça le problème de scrutin. Si les élections ont coûté cher, en 2011 et en 2018, ce n'est pas parce que les opérations de scrutin ont favorisé cela, mais c'est parce que la CENI est mal gouvernée. Je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait important
que nous puissions revenir au deuxième tour de l'élection présidentielle en vue de renforcer la légitimité du vous président pensez de la avec République. le deuxième tour, il n'y aura plus de contestation, puisque en 2006, on a vu Jean-Pierre Bemba se battre ici dans la capitale avec Joseph Kabila. Il y avait 2 tours. Vous pensez qu'il n'y aura plus de contestation, il n'y aura plus encore un problème de légitimité aussi? Ça, c'est aussi un autre problème. Nous sommes une démocratie qui grandit. Lorsque vous regardez les contestations qu'il y a eu en 2006, Oui. nous étions pratiquement dans une forme de guerre. Bien Où, sûr. au centre-ville, il y a eu mort beaucoup d'hommes. d'armées qui se sont battues. Bien sûr. Il y a eu mort d'hommes. Et en 2011, nous avions évolué. Mais nous espérons, même en 2018, je crois que les élections, bien que contestées, les contestations, il y en a eu, il faut reconnaître, même le président de la République lui-même, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il y a eu des problèmes du point de vue électoral. Donc, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est de faire avancer la nation et faire grandir notre démocratie. Très bien. L'avenir est devant nous. Nous ne pouvons pas nous battre pour rester dans nos problèmes. Nous sommes républicains, nous, en vol, nous sommes un parti républicain, nous nous battons dans une opposition républicaine afin de permettre à notre démocratie d'émerger. Mais, maître, je trouve que le problème des moyens pourra aussi se poser encore, puisqu'on avait quitté le deuxième tour, pourquoi les 2 tours pour un tour pour raisons financières, raisons sécuritaires. Aujourd'hui, la RDC traverse toujours des moments difficiles sur le plan sécuritaire. Vous ne pensez pas que les raisons évoquées en 2011 restent valables? Puisque là, le président de la République faisait aussi allusion aux bailleurs des fonds et consorts. Une fois ces bailleurs des fonds vont financer nos élections, ils n'auront pas encore un autre mot à dire sur le processus? D'abord, je voudrais dire que si nous prenons le processus électoral en 2006, Ouais. nous les comparons au processus de 2011, nous avons effectivement régressé. Comment Dans ça? la mesure où, en 2011, il y a eu des urnes qui ont été volées par des militaires. Et il y a eu des problèmes graves, des violations des droits de l'homme. Voyez-vous? Et il y a eu des urnes qui ont été même portées disparues. Donc, je suis personnellement d'avis qu'il y a un problème d'abord de nos politiciens eux-mêmes, qui veulent une chose et son contraire, mais il faut dire aussi que la gouvernance de la CENI, comme le confrère l'a souligné, pose aussi problème. Maintenant, quant à ce qui concerne les moyens, je pense que le Congo a les moyens. Et ces moyens sont soit mal utilisés ou mal orientés. Un des problèmes majeurs de ce pays, c'est que le budget de l'État est consacré dans sa grande partie au fonctionnement des institutions. Une chose qui a été décriée pendant Joseph Kabila, mais jamais résolue. Non, mais il faut dire que M. Kabila, il faisait du théâtre. Comment ça? M. Kabila faisait du théâtre de mauvais goût parce qu'il était le premier à dénoncer les trains de vie, n'est-ce pas, des institutions, mais son institution présidence de la République était toujours en dépassement. Ça, c'est la première chose. En dépassement par rapport au budget lui alloué. Il faut noter la deuxième chose, c'est le fait que M. Kabila n'a jamais pris une décision quelconque pour pouvoir diminuer ces trains de vie. Donc, il les dénonçait, en même temps aussi, il l'agréait. Et donc, de ce côté-là, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, quand nous regardons tout l'argent qui est détourné par soit les politiciens ou les gens proches des politiciens, je parlerai de l'affaire de 650 millions de dollars, des 115 millions de dollars, des 10 000 dollars. C'est de l'argent du gouvernement qui pouvait servir, par exemple, à organiser les élections. Donc, si nous acceptons les processus démocratiques, nous devons être à même aussi de payer le prix. Maintenant, quant à ce qui concerne les partenaires internationaux, la République démocratique du Congo ne vit pas dans un vase clos. Vous savez qu'il y a des engagements que notre pays a pris sur le plan africain, des engagements qu'il a pris sur le plan international, et que l'accompagnement de cette communauté internationale
pour permettre à ce que notre démocratie se consolide, ce n'est pas nécessairement des fonds qu'on met à notre disposition pour être remboursés. Et je pense que la dépendance d'un pays ne tient pas seulement au fait que ces élections sont financées, mais tient spécialement à, comment je dirais, à l'indépendance d'esprit de ces dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, même les États-Unis ont des dettes à l'égard de la Chine. Mais est-ce que c'est pour autant que la Chine vient diriger les États-Unis? J'ai dit non. Nous devons savoir que nous avons besoin de la démocratie et que cette démocratie a des exigences au niveau national et international et il faut les respecter. Merci, voilà. Je l'avais dit au début que Maître Bazin allait venir en retard, arriver en retard puisqu'il s'était déjà excusé. Maître, vous pouvez venir. Voilà, c'est l'ambiance de notre émission, vous le savez. Merci, voilà. Prenez place. C'est Maître Bazin. Bon, lui c'est le doyen, non? C'est connu. Oui. Voilà, merci. Maître Bazin est là, c'est Maître Bazin, Maître Rodrigue, les doyens, les commandants du temple, les gardiens du temple. Voilà. Maître Rodrigue, je viens à vous. Il y a un autre problème sur le plan politique. La majorité aujourd'hui au pouvoir, elle est plus dirigée ou bien dictée par la volonté de Joseph Kabila, puisqu'il y a le FCC dans ses mains. L'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est dans la main pratiquement de Joseph Kabila. Cette proposition de détour, vous pensez qu'elle peut passer au niveau de l'Assemblée nationale avec les rouages qu'on voit de l'autre côté? Vous savez, à chaque fois que je suis en face de cette question, je me réfère vite à un auteur que j'aime bien, c'est William Ury, dans son ouvrage « Comment négocier la paix ». L'auteur dit quelque chose de très important, que le fatalisme paralyse la volonté d'agir. Okay. Et vous savez, certaines personnes, moi je le dis encore, qu'il y a deux catégories de personnes. Vous avez d'une part des personnes qui, face à de fatalités de la vie, ils se disent qu'il n'y a rien à faire. Il faut abandonner parce qu'il y a des barricades devant, on ne sait pas avancer. Ces genres de personnes sont des résignés. De l'autre côté, vous avez ceux qui se disent, au-delà de cette fatalité, au-delà des difficultés, au-delà des complications qui peuvent arriver, nous devons nous battre pour continuer à changer notre société. Ceux-là sont des optimistes. Et moi et mon parti, l'Envol, on a décidé d'être dans le camp des optimistes. Ça veut dire, nous sommes dans une démarche républicaine pour la révision constitutionnelle. Ce n'est pas une question, c'est vrai que c'est l'Envol qui a initié la proposition de loi sur la révision constitutionnelle, mais en soi, il s'agit d'une démarche républicaine parce que même le président de la République, détenteur du pouvoir, membre de la majorité présidentielle, du haut de cette tribune, a dit des choses importantes, d'ailleurs qui accompagnent pratiquement notre proposition de loi. Les dispositions dites intangibles de la Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, encore qu'il fait encore la promesse d'y veiller. C'est quelque chose de très important. Là, nous sommes dans la majorité présidentielle. J'ai suivi, parce que nous parlons du FCC, j'ai suivi au lendemain du dépôt de notre proposition de loi, le coordonnateur du FCC, il disait qu'il était important aujourd'hui de revoir notre Constitution, bien qu'il faut le souligner, qu'il n'était pas d'accord avec certaines dispositions que nous, on a proposées. C'est démocratique, n'est-ce pas? C'est démocratique. Par là, quelle lecture il faut faire? La lecture qu'il faut faire est que, en soi, ils ne sont pas contre la démarche. Il s'agit d'un débat républicain. Ce débat doit avoir lieu. Nous devons discuter. Il s'agit d'une grande réforme de la République. Mais aujourd'hui, tout le monde, la population, la classe politique, tous de manière unanime, nous convergeons vers la même direction. Et je pense que ce pessimisme ou encore cette crainte du FCC ou encore de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, je crois que ne doit plus avoir cette importance. Joseph Kabila a voulu rester au pouvoir, nous l'avions désacralisé, il n'est plus au pouvoir parce que moi je suis un des jeunes qui a milité au sein de la jeunesse du Rassemblement avec tous les risques qui y allaient. Nous avions dit pas de troisième mandat, on n'a pas eu de troisième mandat. On s'est battu pour que la Constitution ne soit pas changée, la Constitution n'a pas été changée. Joseph Kabila a déjà été désacralisé. S'il vous plaît Stéphane, ne continuez pas à sacraliser une personne qui ne l'est plus. Joseph Kabila est là où il est,
le Parlement continue à fonctionner, la République doit avancer. La République ne doit pas incarner l'image de Kabila. Mais il reste toujours la pièce maîtresse. C'est un homme politique, vous ne pouvez pas. C'est un homme politique, vous ne pouvez pas lui interdire d'être dans le jeu. Il va être dans le jeu. C'est tout à fait normal. Il est politicien. Il continue à contrôler sa famille politique. Il est président d'un parti politique. Vous ne pouvez pas lui refuser d'exister. Mais la sacralité qu'il avait, l'opposition via le rassemblement à l'époque, ainsi que la société civile qui nous a accompagnés dans ce combat, nous avons désacralisé Joseph Kabila. Ce n'est plus une question importante. Voilà. Maître Bazin, c'est un combat aujourd'hui des juristes. Hein, vous avez compris. Alors, nous sommes là. En 2006, il y avait 2 tours pour l'élection présidentielle. En 2011, on a changé, on a quitté le 2 tours à un seul tour. Il y a eu des raisons qui ont été évoquées sur le plan financier, sécuritaire et consort. Aujourd'hui, Félix se propose encore qu'on y rentre. Je ne sais pas, votre vision, vos impressions. Est-ce que le problème financier ne pourra pas se poser? Politique également, pourquoi? Puisque la majorité aujourd'hui, la clé c'est dans la main de Joseph Kabila, je ne comprends pas. Merci pour la question. J'ai trouvé les sujets, je n'ai pas entendu certains argumentaires de mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision, mais je vais aborder dans un contexte purement juridique. On doit comprendre que, comme vous l'avez souligné, nous avons eu plusieurs constitutions dans ces pays et nous avons eu plusieurs voies pour accéder au pouvoir de premier tour, deuxième tour. Mais subitement, nous avons constaté qu'avec les régimes de Joseph Kabila, ils ont changé les scrutins à 2 tours pour 1 tour. Ils ont donné certains mobiles qui les concernaient pour que cette constitution soit changée. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose dans l'opinion. Est-ce qu'avec cette majorité, car aujourd'hui, FCC, est-ce que les scrutins à 2 tours peuvent passer? Moi, je dis non, si nous voulons aborder sur ce schéma-là, on doit revoir autrement. Ne pas trop nous focaliser à l'Assemblée, mais consulter le peuple par des voies référendaires. Donc, si nous consultons la population, je pense que ça peut passer parce que c'est cette population-là qui a une majorité. Et j'ai aussi salué la démarche du président de la République. Et c'est comme il a dit, lorsque nous avons des scrutins à 2 tours, vous voyez, le président élu au second tour a une, comment je peux dire, il a un fondement, il a un socle. Parce qu'au deuxième tour, vous avez des alliances qui se tissent. Il y en a eu en 2006, mais on a connu la guerre presque ici à Kinshasa. Non, nous ne pouvons pas nous référer aux élections de 2006 parce que nous connaissons il y a eu toujours des contestations qui nous ont poussé à aller dans ces élections-là et nous avons vu les alliances, mais ceux qui ont triomphé dans les élections-là, ceux qui ont gagné, ce n'étaient pas des personnes là que la CENI avait proclamé. Donc moi j'aimerais ici que nous puissions surtout réfléchir sur le plan financement, comment nous allons avoir des moyens et l'importance aussi des 2 tours. Parce que les 2 tours ont une importance très capitale et ces 2 tours, les scrutins, le deuxième tour donne un peu un fondement au président élu parce qu'il a les alliances. Il a un pouvoir, il a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Même au niveau de certaines institutions, ça lui permet d'avancer, de mettre en place la vision, le plan qu'il a présenté à la population. Donc je peux le dire, le confirmer, que je suis d'avis de cette opinion, voilà, que nous puissions aller au scrutin à 2 tours. Puisque nous parlons d'élection, le chef de l'État ne s'est pas limité toujours à ce niveau-là. Et il a évoqué encore l'élection de gouverneurs et sénateurs, que ces derniers soient élus au suffrage universel direct. Là, je me pose maintenant la question. Les gouverneurs seront responsables devant qui et devant quoi? Pourquoi? Puisque les gouverneurs sont élus au suffrage universel indirect, bien sûr par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux, mais d'un coup, ils seront élus par la population. Bref, l'Assemblée provinciale sera supprimée ou comment? On doit comprendre les mobiles qui ont poussé le président de la République à réfléchir ainsi. C'était que des simples propositions qu'il est en train de faire devant les congrès. Mais avec les réalités aujourd'hui que nous avons sur le terrain,
je peux le dire encore que c'était une bonne proposition. Mais il faudra réfléchir énormément là-dessus. Vous voyez, nous avons plusieurs jurisprudences récentes même, avec ce que nous avons vu à Ituri, au Congo central, et même au Sankuru. Ça nous pousse, nous, intellectuels, nous, politiques, à réfléchir pour que nos députés, si je peux parler en un langage facile, soient votés par le peuple. Parce que si vous êtes voté par le peuple, vous n'avez pas trop de dérangements au sein de l'Assemblée avec des motions fantaisistes, comme l'a dit M. Rouberoy. Vous réveillez un bon matin parce que vous avez besoin d'avoir des moyens, vous n'aimez pas un tel député, vous venez, vous créez une motion dans 2 papiers, 3 papiers, vous formulez vos phrases et vous partez déposer le lendemain pour qu'on vous appelle, vous dites non, retirez les trucs ou bien défendez dans tel ou tel autre cas pour que ça ne puisse pas passer. Donc, il serait de cet avis-là qu'on puisse encore réfléchir, donner beaucoup de l'importance au peuple qu'aux grands électeurs. Parce que les grands électeurs profitent de la faiblesse du peuple lorsqu'ils sont au niveau des institutions. Ils s'hasardent à faire de n'importe quoi. Le matin, ils se réveillent, ils créent un truc. Donc, si nous remettons cette légitimité entre les mains du peuple, je pense que nous allons faire avancer la République et nous allons faire triompher la démocratie. Si je vous ai bien compris, Maître Bazin, les députés provinciaux élus par la population, c'est bien. Les gouverneurs élus par la population, qui va contrôler qui? Mais qui vont contrôler? Je comprends rien. C'est un problème de changer les mécanismes. C'est ça aussi un problème. C'est la loi. Ouais. Ils marchent, ils ont un carnaval, et le carnaval c'est la loi. Donc lorsqu'on va formuler toutes ces choses, je pense qu'on va aussi adapter la loi. Les législateurs, si je peux le dire ainsi, va chercher comment mettre certains mécanismes en place pour sécuriser le pouvoir émanant du peuple. Merci. Donc il n'y aura pas un désordre. Même préoccupation, Maître Rodrigue. Les gouverneurs élus au suffrage universel. D'ailleurs, c'est parmi vos propositions. Comment vous avez d'abord réfléchi quoi? Comment les gouverneurs ne seront plus responsables devant les assemblées provinciales? Ou soit on va supprimer l'assemblée provinciale? Les sénateurs, c'est compliqué là. En fait, l'envol réfléchit autrement. Oui. Contrairement à ce que vous venez de dire, l'envol, dans sa proposition de loi portant révision constitutionnelle, l'envol dit ceci, pour les élections de gouverneurs. Très bien. Nous ne pensons pas que les gouverneurs puissent être élus au suffrage universel direct, directement par la population. Par contre, nous disons les sénateurs, oui, ils peuvent être élus dans ces conditions-là. Pour nous. Vous savez, les élections indirectes dans notre pays est devenues comme une sorte de bourse de valeur, où c'est les mieux offrants qui gagnent. Bien sûr. Vous avez un monsieur qui est tranquille chez lui à la maison, il ne donne pas de la peine d'aller rencontrer la population pour que la population puisse lui donner cette onction populaire. Il décide de rester chez lui à la maison avec quelques billets verts, à l'occurrence généralement c'est 100 000 $. Il comptabilise 4 ou 10 députés avec qui il va négocier ses marchés. Et après, il est élu gouverneur. C'est trop facile. L'envol propose ici que l'élection de gouverneur se passe parmi les députés provinciaux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, avant de prétendre d'être gouverneur, il faut d'abord être élu député provincial. L'élection de gouverneur parmi les députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale. Avant de postuler comme, selon nous, avant de postuler comme gouverneur, il faut d'abord vérifier si votre liste électorale a atteint 15% de sièges au sein de l'Assemblée provinciale. Et après, lorsque, dans l'hypothèse où aucune liste électorale au sein de l'Assemblée provinciale n'atteint les 15%, l'élection de gouverneur est ouverte à toutes les listes, mais au sein de l'Assemblée provinciale. Quel est l'avantage que nous nous proposons dans cela? Premièrement, nous réduisons le champ de la corruption. Parce que nous, en tant que parti politique, un de nos leitmotifs pour exister, c'est de lutter contre la corruption. Nous sommes en train de restreindre l'assiette de la corruption. Donc, celui qui veut être candidat gouverneur, il doit d'abord vérifier si sa liste électorale atteint 15%. Et à partir de ce moment-là, vous allez constater que ces fameuses personnes qui restent tranquillement chez elles à la maison, sans se battre pour aller rencontrer la population afin d'avoir la volonté populaire, ils seront réduits à néant.
Maintenant, il Mais attention, si se pose ce dossier, attention, il y a certains aujourd'hui qui sont députés. Il est député provincial, il est sénateur, il est député national, et s'il va remplacer à ces postes-là ces femmes, tout est consort, hein, c'est compliqué. Et il se présente même gouverneur, mais il n'a même pas... Mais Stéphane, écoutez-moi, pour vous conforter, parce que vous parlez de suppléants, l'envol va encore loin. L'envol dit, au regard de tout ce qui s'est passé après les élections de 2018 ainsi que celui de 2011, il faut moraliser la vie politique aujourd'hui. Mais comment? Il est inadmissible de voir, comme c'est vous qui venez de donner cet exemple, que vous avez certains de nos... D'ailleurs, je veux vous scandaliser. Vous savez que nous avons des assemblées provinciales sous-traitées. Comment? Vous avez le père qui était candidat à député national, il est aussi candidat à député provincial. Qui laisse comme suppléant à l'Assemblée provinciale? C'est son fils ou sa femme. Lorsqu'il passe sénateur, il laisse sa deuxième femme, ainsi de suite. Ces cas sont légion aujourd'hui. On peut même citer des noms, mais pour question de réserve, on évite à scandaliser la population. Mais du reste, le peuple qui nous suit est conscient, il est au courant, ils connaissent même de nom. Donc l'envol dit ceci, il faut porter aussi une interdiction aux candidats d'avoir comme suppléant leurs membres de famille. Si votre fils, si votre femme estime qu'il peut aller rencontrer la population, avoir son suffrage, qui se porte seul comme candidat. Vous pouvez avoir d'autres suppléants, mais pas le membre de votre famille. Donc, pour vous conforter dans ce sens-là, l'envol a anticipé, a pensé à cela. Notre proposition de loi, c'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la connaissance, le monopole de proposition. Mais notre proposition de là, nous avons pris le temps d'y réfléchir. Nous avons pris le temps de travailler dessus et nous avons fait des propositions qui rencontrent nos problèmes quotidiens. Merci. Maître, je reviens maintenant à vous aussi. Élection de gouverneur. Maître Bazin nous dit il faut suffrage universel direct. Maître Rodrigue lui dit non. Pour qu'on soit d'abord candidat gouverneur, il faut être d'abord soi-même député provincial et puis que cette élection-là soit uniquement organisée par les gens qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Et vous, vous dites quoi? Merci, M. Stéphane, pour la parole. Avant d'arriver à la question que vous venez de me poser, je voudrais revenir sur quelque chose de très important dont vous avez parlé ici. C'est concernant la présence de M. Joseph Kabila. Okay. Je pense personnellement qu'on donne plus de pouvoir à M. Kabila qu'il n'en a pas. Non, il en a. Non, il n'en a pas. Parce que lui, lorsqu'il ne dit pas quelque chose, rien ne marche. Je dis tout simplement Il a été désacralisé. Je dis tout simplement que celui qui a plus de pouvoir dans ce pays, c'est le peuple congolais. Ah, okay. Et je suis tout à fait persuadé que si le peuple comprend son rôle, il n'y a aucun politicien qui peut jouer le rôle au-delà de ce qui est prévu par les lois de la République. Okay. Vous allez vous rappeler qu'en 2015, le président Kabila et sa majorité au Parlement n'ont pas pu faire passer la loi sur le recensement. Ouais. Ils avaient la majorité. Kabila était dans une position plus confortable que celle où il est aujourd'hui. Mais le peuple s'était levé et ils étaient obligés de faire marche arrière. Je crois que nous devons travailler pour que notre peuple comprenne quel est le rôle qu'il doit jouer parce qu'en fin de compte, l'avenir du Congo n'appartient pas aux hommes politiques, l'avenir du Congo appartient au peuple congolais. Et nous devons nous mettre ça en tête. Donc aujourd'hui, si le peuple constate que les politiciens mènent le pays dans une direction qui n'est pas celle qui garantit l'avenir de tout le monde, nous sommes capables de nous lever et de dire, messieurs, nous ne voulons pas aller dans cette direction-là et c'est soutenu par la Constitution. Maintenant, en ce qui concerne les élections, je pense qu'il faut, les élections des gouverneurs comme les élections des sénateurs, il faut se poser la question, les nouvelles propositions sont faites sur base de quoi? C'est parce qu'effectivement, on a constaté qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas démocratiques. La corruption, le fait que les gens recouraient aussi aux membres de leur famille pour les remplacer à telle position ou à telle autre. En ce qui concerne la corruption, moi je suis d'avis que la proposition du président de la République de pouvoir élire les gouverneurs au suffrage universel direct est la meilleure.
est la meilleure. Que deviendra l'Assemblée provinciale? Non, il faut vous mettre en tête, M. Stéphane, que nous sommes en démocratie et l'un des principes de la démocratie, c'est la redevabilité des responsables politiques. Donc, on ne peut pas concevoir un gouverneur qui ne rende compte à personne. Et la voie par excellence pour rendre compte au peuple, c'est l'Assemblée provinciale pour le gouverneur. Et donc, on ne peut pas mettre en place un mécanisme qui ne puisse pas tenir compte de la redevabilité. Il va rendre compte aux gens qui n'ont même pas le pouvoir sur lui. C'est ça le problème aussi. Non, parce que là, nous aurons plus le tout-puissant gouverneur. Non, je ne pense pas. Je crois que les mécanismes de redevabilité vont faire non seulement en sorte qu'ils puissent rendre des comptes, et que quand ils gouvernent de manière non satisfaisante, qu'on prévoit des mécanismes pour les sanctionner. Voilà. Ça va. C'est à ce niveau-là que moi je me suis dit. Non, mais c'est ça que je dis, ça va de soi. Et je crois que dans la gestion de la province, l'Assemblée provinciale jouera toujours un rôle très, très important. Maintenant, en ce qui concerne le gouverneur lui-même, je ne pense pas que le fait, comme l'envol dit, de mettre des mécanismes de réduction, de réduire les champs, ça ne protège pas contre la corruption. Oui. La corruption va se faire parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a certains députés au sein de l'Assemblée, certains députés peuvent avoir des sponsors. Bien sûr. Des sponsors qui vont leur donner de l'argent pour pouvoir corrompre les autres députés. C'est pour ça que moi je pense que, et d'ailleurs l'envol l'a dit, on va réduire. Mais ce que nous voulons, c'est que la corruption dans l'élection du gouverneur soit supprimée. Et pour ça, je ne pense pas qu'il y ait dans une province, je prends une des provinces que je connais bien, que ce soit l'ancienne province du Katanga ou ici à Kinshasa, si pour Kinshasa, pour élire le gouverneur, on a besoin, par exemple, de 4 millions de personnes, je vois quel est ce gouverneur qui peut corrompre chaque électeur. Donc, personnellement, il faut remettre ce pouvoir au peuple pour éviter que l'argent ne joue un rôle dans le sens de soudoyer les députés. Ça va se faire. Merci. Voilà, là je commence aussi avec vous. Réalisateur Bailon, on passe à un autre sujet. Affaire Béni. Voilà. Quittons l'élection, quittons Kinshasa pour l'est du pays. Affaire Béni. Il n'y a que toujours des graissements des dents, des tueries ça et là. On ne comprend pas. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème se situe au niveau national et au niveau de la sous-région et au niveau international. Très bien. Mais explicitez-vous alors. Je pense personnellement que le vrai problème, c'est d'abord nous, les Congolais nous-mêmes. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes le vrai problème dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Comment pouvez-vous imaginer que tous les mois de novembre, il y a eu plus de 100 personnes qui ont été égorgées et le pays ne bouge pas? Hein? Le pays ne bouge pas. Vous n'entendez pas des partis politiques qui mobilisent les gens pour que les gens demandent des comptes à ceux qui gèrent Béni. Nous, les députés nationaux, allaient passer nuit devant la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, non. Hein? Non, je pense, et j'en souffre personnellement, parce que je ne peux pas concevoir un seul instant qu'à Kinshasa, on pense que Béni, ce n'est pas une partie du Congo. Qu'il n'y ait pas de manifestations pour soutenir, exiger la paix ici à Kinshasa, à Lubumbashi, il n'y en a pas, à Matadi, il n'y en a pas. Béni fait partie du Congo. Et quand il y a des choses qui arrivent, il est important que nous tous nous soyons mobilisés, parce que je suis convaincu que ce qui arrive à Béni aujourd'hui pourrait arriver à Kinshasa. Et nous, si ça nous arrive à Kinshasa, nous avons besoin de la solidarité des autres Congolais à travers le pays, parce que nous sommes un seul et unique peuple. Et c'est important. Maintenant, les premières raisons, c'est que aujourd'hui, le président Félix, de manière progressive, il n'y a pas encore grand-chose, mais de manière progressive, on est en train de mettre des mécanismes en place pour que la situation de Béni soit récupérée. Vous avez des militaires à Béni qui ont déjà fait 5 ans là-bas, dans une zone opérationnelle.
C'est inconcevable, même selon... Mais il a dit qu'il va le permettre. Hein. Non, mais j'ai dit ce qui a existé avant. Ok. Des gens qui ont déjà fait 5 ans dans la zone opérationnelle. C'est pas possible. Vous avez des généraux qui sont à la tête de l'armée là-bas, qui sont indexés comme des personnes qui violent régulièrement les droits de l'homme. Il y en a parmi eux qui sont impliqués dans la vente d'armes. Il y en a parmi eux qui sont impliqués dans le commerce des minéraux. Donc, les gens sont allés... uniquement ou bien vous avez des preuves, maître? Mais des choses, je ne peux pas me permettre à mon niveau de dire des choses qui ne sont pas documentées. Très bien. Il y a plusieurs rapports des ONG nationales, des rapports des Nations Unies, qui démontrent qu'il y a un certain nombre de militaires congolais qui sont impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles, qui sont dans la zone opérationnelle depuis plusieurs années. On le sait, mais c'est aujourd'hui qu'on est en train de faire des efforts pour pouvoir redresser la situation. Vous avez aussi indexé la sous-région. Et effectivement, la sous-région, nous savons tous que le Rwanda ne pourra pas vivre si le Congo est debout. Entre-temps, Félix est frère à Kagame. Bon, vous savez, il faut éviter les hommes politiques. Les hommes politiques racontent n'importe quoi. Mais il faut vous mettre en tête qu'aujourd'hui, la stabilité financière, économique du Rwanda dépend de l'instabilité économique et financière du Congo. Ça, c'est connu de tout le monde parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, par exemple, que le Rwanda n'a pas de mine du coltan. Mais le Rwanda est parmi les premiers producteurs du coltan. Et aujourd'hui, il fabrique un téléphone. Non, mais posez-nous la question. Le Rwanda tire le cobalt d'où? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et ici, nous parlons des choses qui sont documentées. Et si le Rwanda tire tout ça chez nous, mais c'est avec la complicité de qui? Non, mais c'est d'abord notre propre complicité. C'est pour ça que je disais que la première chose, ce sont les Congolais que nous sommes. La troisième chose, c'est au niveau international. Nous savons que dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs entreprises multinationales y sont impliquées. Plusieurs entreprises multinationales y sont impliquées. Et certaines d'entre elles qui achètent les minéraux du Rwanda sont installées au Rwanda. On le sait. Mais les gens se voilent la face. Nous avons aujourd'hui besoin de responsables politiques qui mettent les choses sur la table pour qu'on les discute. On sait l'implication du Rwanda dans ce qui se passe au Congo, on sait l'implication de l'Ouganda dans ce qui se passe au Congo, même si les gens se voilent la face, mais la vérité est têtue. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour mettre fin? 1 minute, maître, et puis on passe aussi la parole à d'autres invités. Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut d'abord une mobilisation de la population. Là, vous appelez à une révolution, quoi. Oui, bien, j'ai l'impression. Non, mais il faut que notre peuple prenne conscience. Et je l'ai toujours dit, quand vous êtes riche, il faut prendre des mesures pour protéger votre richesse. Parce que si vous êtes riche et vous êtes entouré de pauvres, vous n'allez pas interdire aux pauvres de jeter le regard sur votre richesse. C'est impossible. Merci. Donc, je pense qu'il faut cette mobilisation, il faut travailler sur notre armée, et vous savez tous que notre armée, comme d'autres services dans notre pays, sont infiltrés. Voilà, merci beaucoup. J'ai les cheveux là, hein, vous avez senti, hein? J'ai les cheveux là. Voilà, je viens à vous, maître. Je ne dis rien. Même les téléspectateurs ont compris quelque chose. Maître Bazin, affaire Béni. Maître Jean-Claude vient d'évoquer plusieurs aspects ici. Alors vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Stéphane, à chaque fois que je suis avec vous sur ces plateaux de télévision, avec Maître, cette phrase ici revient toujours dans votre bouche. Vous lui posez la question, la révolution. Attention, ça commence bien, mais on ne sait pas quand ça prend fin. Cette révolution-là, il ne faut pas souhaiter ça dans une république comme la République démocratique du Congo, si vous pouvez me permettre la tautologie. Donc il faut chercher comment trouver certaines solutions à des problèmes, à des guerres, à des voies pacifiques que des révolutions. La situation de Béni, c'est un problème qui nous attriste tous. Donc nous avons intérêt à comprendre que
après la décentralisation, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo, y compris aussi la partie de Béni. Nous, ici à Kinshasa, nous ne pouvons pas dormir à l'aise lorsque nous apprenons chaque matin, lorsque vous prenez votre radio, on vous apprend qu'il y a eu des tueries, il y a eu des gens qu'on a égorgés. Ça doit nous faire extrêmement mal. C'est comme le président l'a dit, la situation de Béni ne peut pas se résoudre uniquement sur le plan armement. Il faut aussi utiliser la diplomatie. Et nous l'avons vu, cette fois-là, moi je ne dis pas progressivement, comme Maître Jean-Claude l'a dit, nous avons vu le président s'activer pour faire comprendre aux Congolais que Béni, c'est une partie du pays, et Béni a aussi, les habitants de Béni, ont aussi intérêt à savourer cette paix-là. Donc, sur le plan diplomatique, nous l'avons vu se battre, contacter ses homologues de la sous-région, et il est allé même au-delà pour contacter certaines personnes. Moi, à nous, au sein de la structure, nous avons compris que lorsque Félix a accédé au pouvoir, il a compris certains enjeux, et c'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de tourner le monde pour dire à tous ces gens-là, dire à toutes ces firmes-là qui se ressourcent aujourd'hui à l'Est, et ne plus cesser, s'ils veulent opérer à l'Est du pays, ils doivent venir de manière officielle, pas tirer des ficelles, pas égorger les gens et profiter de nos minéraux pour aller se ressourcer, pour aller investir ailleurs. Et il a dit, du haut de la tribune, que c'était un problème diplomatique, c'était un problème aussi, il faudra aussi résoudre ça le plus vite possible. Mais comme Maître l'a dit, cette fois-là, moi je profite de vos micros pour vous dire, ce matin, si j'étais avec lui, c'est lui au bureau, nous avons partagé longuement sur la question des Béni. Et nous avons comploté contre la République. Non, nous ne pouvons même pas le faire, parce que nous avons intérêt à ce que la paix revienne à Béni. Très bien. Nous avons partagé longuement avec lui et nous sommes décidés pour mener certaines actions communes ensemble. C'est pourquoi en date du 21 décembre 2019, nous avons une marche pacifique pour soutenir nos frères de Béni. Et bien sûr qu'il y a certains points qui nous ont un peu amené à un débat roulé. Et nous avons dit aussi, il faut aussi de l'appui, appuyer aussi, encourager aussi nos forces armées, parce que nous avons constaté qu'après un certain temps, depuis que le président Félix est au pouvoir, il y a quand même des progressions, il y a quand même des avancées à l'est du pays. Il y a certains bastions qui occupaient l'ennemi. Aujourd'hui, nos forces armées sont en train de récupérer. Nous avons compris aussi que bien sûr qu'au sein de cette armée, il y a certaines tomates pourries, il y a certains infiltrés au sein de l'armée, mais ceux qui sont conscients pour que la paix retourne à l'Est, il faut les encourager. Donc je suis en train de parler des militaires. Pourquoi nous avons raisonné en date du 21, vous êtes aussi invité un certain samedi à 8h, venez au niveau des triomphales. Il y aura les autres qui seront au niveau des triomphales. Il y aura les autres aussi qui vont commencer par, comment on appelle encore ça, la gare centrale. Donc nous allons tous nous diriger dans une même direction. Nous allons nous retrouver au niveau des ronds-points forestiers, comme là où il y a les mémorials des soldats congolais. Et aller déposer le mémo où? Nous allons déposer notre mémo le lundi, parce que le samedi, je pense qu'avec l'engouement qu'il y a et la mobilisation qu'il y a, je pense qu'on peut arriver là vers 12h, 13h, mais on a compris, nous avons tous résolu que nous puissions déposer notre mémo le lundi auprès du ministre de la Défense, et aussi comment on l'appelle encore, le chef d'état-major général. Et nous avons même saisi certains partis politiques, parce que la question de Béni n'est pas seulement un problème civil, c'est même aussi des partis politiques. Entre autres, je vois aussi l'ami de l'envol, nous les avons saisis, nous avons les accusés de réception. C'est le moment aussi que nous puissions soutenir nos frères de Béni pour que la paix revienne et que nos frères ici retrouvent aussi la paix que nous avons aussi à Kinshasa. Merci. Non, je peux placer juste un petit mot. Je pense que Maître Bazin est allé très vite en besogne. Et je suis désolé pour ça, parce que nous sommes en discussion Oui. avec eux pour savoir quel va être les contenus des revendications qui vont être posées. Nous avons dit que nous avons convenu que la marche se tourne autour d'exiger la paix. Très bien. La question de soutenir l'armée est encore en discussion entre nous et eux. Nous n'avons pas encore trouvé une voie de sortie. C'est pour ça que nous avons dit on
va continuer les échanges et je suis désolé qu'il ait mentionné ça de cette manière. J'ai dit qu'il y a des divergences. J'ai souligné Merci. qu'il y a des divergences Oui. entre nous. Là, il s'agit de Maître Jean-Claude. Hein. Il aime toujours que les choses soient vraiment sur les rails. Merci. Maître Rodrigue, je suis maintenant avec vous. Affaire Béni. Au niveau de l'envol, vous n'avez pas encore raisonné, parlé, trouvé quelques idées pour faire sortir le pays de cette crise? Avant d'arriver à l'affaire Béni, j'aimerais quand même revenir sur ce que mon co-débatteur, le confrère Jean-Claude Katende a dit tout à l'heure sur notre proposition de loi. Très bien. Si le journaliste ou encore la population qui nous regarde à cet instant ont constaté qu'il y avait un problème dans l'argumentaire de Maître Katende sur la rédévabilité du gouvernement. Vous savez, nous sommes dans un sphère de technique du fonctionnement et d'organisation administrative. Lorsque le gouverneur sera élu au suffrage universel direct avec les députés provinciaux, il ne sera pas redevable devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée provinciale, allais-je dire. L'Assemblée provinciale aussi aura du mal à sanctionner un élu direct du peuple. C'est ça le problème dans la proposition qui a été faite par le président de la République du haut de la tribune du Congrès. C'est ça la difficulté. Mais l'envol propose quelque chose de pragmatique et de fonctionnel. Le gouverneur doit rester redevable à l'Assemblée provinciale. Le problème de la corruption, laissez-moi vous le dire, même aux États-Unis d'Amérique, il se pose un problème de corruption. L'objectif, l'idéal, nous le reconnaissons en tant qu'acteur politique responsable, l'idéal reste d'éradiquer la corruption. Mais aujourd'hui, les combats demeurent dans ce sens-là. Ce que nous proposons va restreindre cette assiette de manière très responsable, parce que si nous devons aller dans la manière dont le président de la République a fait sa proposition, contrairement à ce que nous proposons dans notre loi portant révision constitutionnelle, cela va poser beaucoup de problèmes du point de vue fonctionnel. Il faudrait très bien réfléchir là-dessus. Je vous rassure, très chers compatriotes, qu'on aura de problèmes du point de vue fonctionnel parce que le gouverneur élu au suffrage universel direct, il a l'onction de la population, investi par la population. Je vois mal celui qui sera élu par la population directement puisse être investi par d'autres élus. Je crois que sur ces sujets-là, Maître Katende, j'ai encore foi à son argumentaire, à son sens de réflexion. Il pourra revoir ça au moment opportun. Maintenant, revenons sur la situation de Béni. Okay. Oui, nous sommes un parti politique et à chaque fois que nos compatriotes connaissent des problèmes, cela nous touche directement. Parce que Maître Katende aussi a dit que les politiques ne s'y intéressent pas trop. Non, Maître Katende, il n'y a pas longtemps, le CLC a lancé cette mobilisation sur la même question. Notre parti, la jeunesse de mon parti, était présent, a participé à cette démarche. Je parle de l'initiative des partis politiques. Vous parlez de l'initiative, voilà. Mais le plus important dans cette démarche républicaine, ce n'est pas celui qui a initié, c'est être là, assister, combattre ensemble. Lorsque nous étions au sein du Rassemblement et qu'on combattait Joseph Kabila, vous venez par moments vous associer aux démarches du Rassemblement. Cela n'empêche que lorsque une idée est bonne, que nous aussi membres, nous aussi politiques, puissions l'accompagner. Vous ne pouvez pas nous dégager, vous ne pouvez pas nous dire de nous taire et de ne pas venir vous assister, alors qu'il s'agit là d'une démarche républicaine. Il s'agit d'un problème qui se pose au sein de la République, que ce soit la ZADO, que ce soit le CLC, que ce soit le maître Georges Kapiaba qui organise, mais quand nous venons aussi y assister, quand notre jeunesse vient assister, ce sont des compatriotes, ce sont des citoyens qui viennent aussi assister à ces problèmes qui touchent toute la République. Ne vous donnez pas le monopole de l'organisation de ce genre d'activités. Nous y sommes aussi. Permettez-moi de continuer. Puisque Maître va parler et puis vous allez parler. Il y a un problème, c'est comme si l'ami n'a pas bien compris. Non, excusez-moi, Maître va répondre. Il ne s'est pas approprié la marche. Non, ne vous en faites pas. Vous allez répondre. Laissez-les parler. Okay. Merci, voilà. Je pense qu'il y a encore du temps, chers confrères. Vous allez il nous reste 10 minutes, 9 minutes à peu près. Vous allez répondre, ne vous en faites pas. J'ai très bien suivi Maître Katende. Ok, très bien. Il reproche, lui-même, il vient de l'affirmer, que les politiques ne prennent pas l'initiative. Moi, j'interviens pour dire à Maître Katende que c'est très bien que la société civile puisse prendre l'initiative, mais ne négligez pas aussi la participation ou l'accompagnement des acteurs politiques que nous sommes.
à travers nos jeunesses. Nous-mêmes, nous venons par moments pour assister. Lorsque nous venons vous assister, lorsque nous venons dans cette... Il s'agit d'une démarche républicaine. C'est un problème qui se pose à Beni, qui est une partie de la République démocratique du Congo. Lorsque nous venons assister dans vos activités, pas assister, nous venons avec une part active. C'est déjà une façon pour le politique d'avoir un regard. Maintenant, parce que nous parlons de Beni, le politique congolais a tendance à éviter ses responsabilités. La responsabilité aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous regardez Beni, vous allez constater que la population a décidé d'aller dans un mécanisme d'autodéfense. Parce que le gouvernement est incapable de lui rassurer cette défense tant promise depuis des années. Nous saluons la bonne volonté du chef de l'État qui fait des efforts pour y aller. Mais sur sa table, il y a plusieurs rapports. Je crois que Maître Katene vient de le souligner. Plusieurs rapports indexés des généraux de notre armée noir sur blanc. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Il s'agit d'une guerre non conventionnelle. L'on ne connaît pas la ligne de front. L'on ne connaît pas l'ennemi. Mais c'est une guerre qui peut se gagner que par le biais du renseignement. Mais est-ce que lorsque vous avez à la tête de notre armée, ou encore de généraux qui sont sur place, qui sont indexés, certains dans de ventes d'armes, pensez-vous que les renseignements qui arrivent vont tomber entre de bonnes mains? Il ne s'agit pas là d'une guerre conventionnelle où on sait la ligne de front. On ne connaît pas la ligne de front. C'est une guerre qui va être, c'est une guerre qui va être remportée par les biais du renseignement. Je ne cesserai d'insister là-dessus. Tant qu'il y aura des tireurs de ficelles parmi les dignitaires du pouvoir passé ou encore de dignitaires du pouvoir actuel et au sein de notre armée, nous allons tourner à rang. La population est en train de souffrir. La population en a marre. C'est pourquoi vous avez vu ces jeunes de Beni décider d'y aller et attaquer même la MONUSCO. C'est tout à fait légitime. Il faut légitimer cette démarche. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, l'État congolais, le gouvernement congolais doit savoir, le premier devoir de la souveraineté, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Merci. Maître, vous avez 1 minute, puisque là, on doit chuter pour répondre à notre ami. Non, 1 minute, c'est beaucoup. Ah, ok, vas-y. D'abord, en ce qui concerne la question des gouverneurs, de l'élection des gouverneurs, on va continuer les débats. Mais je pense que la proposition du président de la République est celle que nous soutenons. Et pour des raisons évidentes, parce que le processus qui se met en place aujourd'hui, c'est tout simplement un processus qui permet à ce qu'on évite les erreurs du passé. Très bien. Et c'est pour ça que ce débat continue. J'ai lu la proposition de l'envol parce que je suis intéressé par tout ce qui concerne la Constitution, la révision de la Constitution, et j'estime personnellement qu'il y aura un débat là-dessus. En ce qui concerne les partis politiques, je rappelle aux confrères qui font la politique que la Constitution de la République démocratique du Congo confie aux partis politiques une des missions, c'est de travailler à l'unité et à la cohésion du pays. Cette mission n'est pas celle de la société civile. La Constitution, qui est la loi fondamentale du Congo, ne donne pas cette mission-là à la société civile. Je souhaite encore que les partis politiques qui ont pour rôle de consolider la société, de consolider la cohésion, ça c'est important. C'est la Constitution qui le dit et on leur confie cette mission-là, la solidarité, la cohésion, l'unité du pays, de prendre des initiatives. Sur cette question-là, malheureusement, on n'entend aucun parti politique qui prenne qui prenne en fait la face sur la question. Venir aux activités de la société civile, c'est tout à fait normal. Les confrères l'ont dit, les politiciens peuvent venir parce que c'est une question nationale, mais ceux qui ont reçu la mission de la part de la Constitution doivent pouvoir prendre le devant et nous allons les accompagner. Merci. 1 minute, puisque là on termine déjà. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire. Nous invitons aux politiques de venir le 21 marcher avec nous pour soutenir nos frères de Beni pour que la paix revienne à Beni. Donc nous avons intérêt tous, sans nos tendances, sans nos couleurs politiques, de venir participer avec nous. Mais je n'ai pas entendu l'ami répondre à ma préoccupation. Nous les avons saisis. Il peut prendre un engagement. Ce n'est pas ici qu'il va répondre. Non, mais c'est pas ici. Et c'est sa bouche qu'ils ont toujours participé
dans les manifestations, bien sûr que nous allons parler au couloir avec lui. Mais s'il prenait non, même pas parler au couloir. Même si vous parlez au couloir, il est là, c'est un cadre d'un parti. Dans ce parti, il y a aussi une façon de prendre des décisions. Vous voulez dire qu'il ne peut pas se décider seul. Non, c'est tout à fait normal, puisqu'il ne pourra pas engager l'envol comme ça. Merci beaucoup, Voilà. M. Stéphane. Si je peux terminer mes minutes pour vous dire, je suis tout à fait d'avis qu'il y aura la paix à l'Est. Et je suis aussi content, je soutiens énormément la proposition du président de la République de consulter le peuple à chaque fois qu'il y a un problème. Parce que si nous voulons laisser les monopoles des élections entre les mains des grands électeurs, c'est là où nous avons des problèmes sérieux. Mais si le peuple va par la voie des yeux voter, je pense que nous aurons vraiment à transcender certaines choses à la République démocratique du Congo. Maître Rodrigue, une minute, vous concluez aussi. Pour apaiser les confrères qui a une préoccupation, vous avez saisi régulièrement l'envol, parce que nous parlons d'une saisie, on va vous répondre de manière régulière. Donc, pour revenir à ce qui était au début, le parti Envol avait déposé la proposition de loi portant révision constitutionnelle que le président de la République s'est rallié à la position de l'Envol qui demande notamment le retour du deuxième tour de l'élection présidentielle, l'élection de sénateurs au suffrage universel direct, bien que le président de la République n'a pas eu assez de courage pour aborder la question sur les élections locales. L'Envol propose, une fois de plus, dans le cadre même de cette proposition de loi sur la révision constitutionnelle, de revoir d'abord la décentralisation au niveau de villes, chefs-lieux de province, ainsi que les communes qui sont émanation et le territoire. À ce niveau-là, nous pouvons directement et rapidement aller aux élections locales, parce que la manière dont la décentralisation a été proposée par notre constitution nous pose problème. Donc il faudrait revoir pour garder l'idéal d'aller en profondeur. C'est plusieurs matières que nous pouvons aller dans le détail. Même la France ou encore l'Italie. L'Italie a pris 40 ans pour parfaire sa décentralisation. La France a pris une affaire de 100 ans pour parfaire sa décentralisation. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faudrait revoir notre décentralisation afin d'avoir d'abord des structures de base qui ont de puissance politique, qui ont une politique fiscale qui va permettre finalement la gestion. Aujourd'hui, dans cette décentralisation où nous sommes aujourd'hui, déjà les provinces sont déficitaires. Donc l'Envol propose une solution pragmatique que le président de la République, du haut de la tribune, n'a pas eu le courage de dire. Par contre, il porte le bot de la dictature pour dire qu'on va encore une fois de plus nommer les dirigeants, les ministres. Merci, voilà. Messieurs, dames, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tango Koki, un débat républicain, bien sûr, avec Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Maître, merci d'être passé. Avec plaisir, toujours. Merci. On fait également autour de cette table notre bien-aimé Maître Bazin Pembe. Dynamique, le changement, c'est maintenant. Maître, merci d'être venu. Merci, ça vous me permet de passer les messages. Merci, merci. Merci également à Maître Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup. Merci. C'est à moi de vous remercier, Stéphane, pour l'invitation. Merci, le porte-parole de l'Envol. Alors, merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que la paix quitte surtout nos esprits. Ce qui te recouvre, Malonga. Hein? Et ça la moins bien. Merci. Baroulage Bati 4, Kasseri Nanzela. Merci. Audio Jungle.